Bienvenue dans ce nouvel épisode où je décortique la pop culture pour parler de business. Aujourd'hui, on va parler d'un cas que je trouve super intéressant et que j'ai découvert grâce à une vidéo d'un créateur de contenu que j'adore. Je regarde ses vidéos en boucle. J'ai nommé Combo. Donc si tu ne connais pas et si tu aimes bien les anecdotes sur le jeu vidéo, je te conseille d'aller voir sa chaîne. Je vais te l'indiquer ici ou ici. Je sais jamais si c'est à gauche ou à droite. Et notamment avec la vidéo qu'il a fait sur le jeu The Culling. Alors, sache que moi, avant de voir sa vidéo, je ne connaissais pas du tout ce jeu-là, puisque ça fait partie des jeux auxquels je ne joue pas. Mais je vais t'expliquer un petit peu quel est ce jeu, comment est-ce qu'il s'est auto-saboté et qu'est-ce qu'il faut que tu en apprennes pour ton entreprise. Avant ça, je vais aller me préparer une petite boisson chaude comme d'habitude pour pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Allez, tu me suis ? Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas The Culling, comme moi il y a quelques temps, c'est un jeu vidéo de type Battle Royale. C'est-à-dire que aujourd'hui on connaît très bien Fortnite, PUBG, etc. Enfin peut-être que tu connais pas, mais en tout cas tu as certainement déjà entendu le mot Fortnite. Les Battle Royale, c'est des jeux où en gros tu arrives sur un lieu et le but c'est de tuer tout le monde et d'être le dernier. Évidemment, il y en a qui sont plutôt, on va dire, réalistes, comme par exemple PUBG, ou plutôt, on va dire, un peu cartoonesque, etc., comme Fortnite. Et en fait, The Culling, il faut savoir qu'à l'époque, c'était un des tout premiers Battle Royale. Vraiment, il était pionnier, en fait, dans ce type de jeu-là. Et c'est ça, en fait, qui est à la fois intéressant et, on va dire, dommage, parce qu'en fait, ce jeu-là, en étant pionnier, aurait pu, justement, avoir cette place de premier, tu vois, de celui qui arrive en premier, de celui qui a tout lancé. Sauf que malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Le jeu est sorti en 2016 et à l'époque, il s'était beaucoup inspiré de Hunger Games, donc peut-être que tu connais le film ou le livre, avec l'idée de 16 joueurs dans une arène fermée et le gagnant, c'est le dernier qui est encore debout. Il y avait un gros focus sur tout ce qui va être combat au corps à corps et tout ce qui va être fait de créer des pièges et que les gens tombent dans tes pièges. Le jeu, il avait un ton très unique, avec une ambiance un petit peu télé-réalité trash. Comme je dis, moi, c'est pas des jeux où je joue, j'aime pas les Battle Royale, hein, très honnêtement. Donc, je n'y ai pas joué. Je te dis ce que je sais du jeu et ce que j'ai réussi à trouver en ligne par rapport à mes recherches, et notamment, comme je te disais, à la vidéo que Combo a fait sur le sujet. Ce qui est super intéressant, c'est que c'était un jeu de niche, certes, donc c'est-à-dire qu'il s'adressait à un type de joueur particulier, mais il était extrêmement adoré. Vraiment, la communauté à l'époque, quand il est sorti, a adoré le jeu, était super content. Il rendait bien en fait aux développeurs ce truc de le jeu est génial, ils ont envie d'y jouer, ils ont envie d'apporter des choses, etc. Et franchement, il avait une très bonne réputation. C'était un jeu qui était apprécié. Là où les développeurs se sont plantés, c'est qu'ils se sont dit tiens, il y a des trucs qui marchent bien dans d'autres jeux, on va les mettre dans le nôtre. Alors que leur jeu il marchait déjà bien. Donc malheureusement, c'est ça qui a un petit peu créé l'auto-sabotage des développeurs. Alors quand je dis les développeurs, je cible pas les développeurs particulièrement, hein, bien sûr. Je cible les personnes qui ont pris ces décisions-là. Je ne suis pas dans l'entreprise, donc je ne sais pas si ce sont les développeurs, si ce sont les actionnaires, si c'est le producteur, si... Je ne sais pas. Mais je dis les développeurs parce que c'est plus facile à dire. Nickel. 1 hour later. Donc je t'expliquais, les développeurs de The Culling, en fait, ils ont eu peur de leur propre succès. Et la problématique, c'est qu'à ce moment-là, au lieu d'aller chercher et peaufiner ce qui les rendait uniques, ils se sont mis à loucher sur ce que les grands, les autres faisaient, et se sont dit « on va prendre ça, et on va le mettre dans le jeu ». Alors que c'était pas prévu de base, déjà, donc ça leur demandait aussi en plus du développement, des trucs comme ça, et alors que la communauté ne l'avait pas demandé. Ils ont voulu changer le système de combat pour que ça ressemble plus à la concurrence. Ils ont ajouté également des microtransactions dans le jeu, c'est-à-dire des choses où tu vas payer avec de l'argent réel ou de l'argent dans le jeu pour acheter soit des cosmétiques, soit des armes, soit des pièges, des choses comme ça. Et ils ont même testé un système de jetons payants. En gros, il fallait que tu payes un nombre de jetons pour pouvoir faire des parties. Comme si c'était un flipper, ou comme si c'était une borne d'arcade. La problématique, c'est qu'en voulant plaire à plus de monde, en voulant essayer d'attirer plus de gens, en ressemblant aux autres jeux qui fonctionnaient bien, en cherchant à avoir plus d'argent, ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils ont dégoûté toute leur base de fans. À cause de ça, les serveurs de jeu ont ouvert, puis refermé, puis rouvert, puis refermé, puis rouvert, puis refermé. Les fans ne jouaient plus, il n'y avait plus personne sur le jeu. Et le problème, c'est qu'un Battle Royale, quand il n'y a personne qui joue, tu t'ennuies parce que t'es tout seul, donc c'est pas drôle. Donc non seulement c'était problématique par rapport au système de jeu, mais en plus ça partait en n'importe quoi, moins il y avait de gens qui jouaient, et donc moins les gens avaient envie de jouer en plus.
sans compter juste les évolutions mauvaises qu'ils ont faites. Le jeu est juste devenu un zombie, une ombre de lui-même, et il s'est en fait éteint petit à petit tout seul. C'est dommage parce qu'à la base, il était précurseur, il était un des premiers, il avait une base de fans qui l'aimaient beaucoup, qui aimaient en fait les mécaniques spécifiques, ce genre de choses-là, qui a mis du temps à les apprendre, à les peaufiner, à les travailler, pour que le jeu enlève tout ça, pour proposer autre chose que personne n'avait demandé en fait. Et ça, c'est problématique. Et il faut absolument que tu fasses attention à ça dans ton business. Oui, parce qu'en fait, c'est exactement la même chose pour ton entreprise. Si tu essayes de cloner les autres, de faire ce que les autres font, parce que ça a l'air de marcher chez eux, bah du coup, tu risques toi de t'oublier et de ne pas faire des choses qui sont cohérentes avec toi, avec ton audience, avec ta cible et avec ce que toi, tu as envie de leur amener, ce que eux ont envie que tu leur amènes. Des fois, ça arrive, hein. Tu lances une offre, ça commence à marcher, tu as tes premiers clients, et là, tu veux absolument rendre ça encore mieux, encore plus gros, encore plus fort, encore plus... voilà. À ce moment-là, tu peux te perdre en voulant rajouter plein de techniques, plein de choses, etc., qui n'a pas été demandé par ta cible. C'est pour ça que c'est super important de tester ces offres en amont, d'avoir peut-être du bêta-test, d'avoir des personnes qui testent avec soit des offres moins chères, soit des offres gratuites, c'est toi qui vois comment tu veux le proposer, mais avec ce côté où on teste en réel, parce que des fois, tu as des idées, tu dis « Ah, ça va être génial », et en fait, les gens, ils n'en ont pas besoin ou ils n'en ont pas envie. Et dans ces cas-là, justement, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément besoin ou qu'il n'y a pas forcément envie, que certaines choses que toi, tu n'avais pas pensé, ça, par contre, ils en ont besoin ou ils en ont envie. Donc là, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut itérer et développer ton offre, plutôt que d'essayer d'aller chercher des choses que tu as vues ailleurs parce que ça marche ailleurs. Chaque business a son fonctionnement propre, a sa manière de fonctionner. Et en plus, il faut aussi que ce soit aligné avec ce que toi, tu as envie de faire. Ça, je le vois trop malheureusement. Telle personne arrive à vendre en faisant des webinaires, je vais faire des webinaires, alors que j'ai pas envie, que je suis pas à l'aise, etc. Telle personne communique avec tel ton, je vais copier son ton et je vais faire la même chose, alors que ça ne me correspond pas et ça correspond pas à ma cible. Lui, il propose une option supplémentaire, je vais la proposer aussi, alors que personne ne me l'a demandé. Des fois, c'est des bonnes idées, je dis pas que tout est à jeter, bien sûr, mais ce qu'il faut, c'est vérifier que la demande est là et qu'elle est intéressante. Donc plutôt que d'imposer des nouvelles choses dans une offre que tu as déjà et qui fonctionne déjà, propose et vois la réception. Parce que malheureusement, à force de faire ça, tu vas lisser tout ce qui fait ta différence, tout ce qui fait que c'est toi et avec toi qu'on a envie de travailler parce que tu proposes des choses de cette manière-là. Moi, je sais que ce que je propose, il y a plein de personnes d'autres qui peuvent le proposer, pas de la même manière, pas sous le même format, pas au même prix, pas avec les mêmes conditions, etc. Et justement, beaucoup de personnes qui viennent me voir viennent me voir justement parce que moi, je fais comme ça et que ça leur convient. En plus, à force, tu t'épuises à porter le masque d'un autre, surtout quand tu veux adopter le ton de quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment catastrophique, parce que si le ton, il te correspond pas, c'est une mauvaise chose. Si tu vois quelqu'un qui a un ton très décalé, et que ça te correspond, et que ça t'aide, toi, à oser décaler un peu plus ton ton, c'est une bonne chose de s'inspirer, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si c'est juste copier pour copier, alors que c'est pas toi, c'est la pire idée que tu peux faire, parce que, ça va pas te correspondre, ça va pas correspondre à ta cible, tu vas t'épuiser, et à la fin, tu vas être dégoûté de ce que tu fais, et franchement, là, c'est catastrophique en général. Et en plus, tu peux attirer soit les mauvaises personnes, soit plus personne du tout à cause de ça. Je vais te donner un exemple très simple avec 2 offres que j'ai fait. Une première offre où ça a foiré, et une deuxième offre où je l'ai fait évoluer en écoutant la communauté. La première offre qui a foiré, c'était ma formation LinkedIn. Donc, il faut savoir qu'il y a quelques années maintenant, j'avais proposé une formation LinkedIn en formation en ligne. Parce qu'en fait, j'avais énormément de demandes sur la formation LinkedIn. J'avais plein de gens qui venaient à moi pour ça. Et j'avais pas forcément le temps de donner des formations à tout le monde. Et aussi, des fois, le budget il était un peu conséquent parce que si je me déplaçais, s'il y avait une journée de formation, ça pouvait tout de suite être un petit peu onéreux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la formation que je donnais, je l'ai séquencée en modules, j'ai enregistré des vidéos, comme si je donnais formation à quelqu'un, en fait. J'ai inséré des exemples, j'ai inséré de la gamification, j'ai inséré plein de trucs à l'intérieur. Et franchement, les gens qui ont fait cette formation, ils m'ont tous dit qu'elle était très bien. Par contre, je me rendais compte que j'arrivais pas à la vendre. Mais genre vraiment, j'arrivais pas à la vendre. Ça sortait pas. Je crois qu'en tout, j'ai réussi à la vendre à 12 personnes, plus après une cinquantaine, mais parce que je suis rentrée dans un bundle. Donc du coup, c'est le bundle qui a été vendu, c'est pas ma formation, tu vois. Même si certains ont acheté le bundle parce qu'il y avait ma formation, mais c'est pas ma formation en elle-même qui a attiré ces personnes-là. Donc je vais me caser plus sur la douzaine de personnes que j'ai réussi à convaincre. Ils étaient super contents, ils trouvaient la formation géniale. Mais j'ai galéré à avoir ces 12 personnes-là. Je me suis rendu compte d'un truc quelques années plus tard, donc j'en suis rendu compte justement en mai 2025, là où j'ai fait tout mon repositionnement, etc. C'est qu'en fait, cette formation, elle ne fonctionnait pas pour une raison très simple, c'est que je ne l'aimais pas. C'est qu'elle ne me correspondait pas. C'était un moment où tout le monde faisait de la formation en ligne, où c'était super bien, où c'était très rentable, c'était du revenu passif, etc. Moi, je me suis dit, ok, tout le monde dit que c'est trop bien, je vais faire ma formation en ligne. Let's go. J'avais la technique, j'avais tout pour le faire. Donc, je l'ai fait. Pas de problème. J'ai utilisé des sites pour la vendre, etc. Enfin,
Vraiment, tout était carré sur la partie technique. Et même sur le fond, la formation était bonne. En fait, moi, ce qui m'a posé problème, et c'est grâce au bundle que vraiment j'en suis rendu compte, c'était le côté des gens viennent dans la formation, font la formation et, entre guillemets, j'ai pas forcément d'échange avec eux. Et ça, moi, c'était problématique. J'aime pas ce côté, il n'y a pas d'échange avec les gens. Pourquoi est-ce que c'est le bundle qui m'a fait ouvrir les yeux? C'est que j'ai eu une 50aine de personnes qui sont arrivées dans ma formation, que je ne connaissais pas, qui ne me connaissaient pas. Certaines qui ont fait la formation, d'autres qui ne l'ont pas faite du tout. Et celles qui sont rentrées dans la formation, qui l'ont faite et qui sont reparties, entre guillemets, même si elles avaient toujours accès à la formation, hein, il y avait ce truc de, en fait, je sais pas qui t'es, je sais pas si t'as eu des problématiques, je sais même pas si t'as aimé, parce que j'envoyais quand même un mail à la fin pour savoir ce qui s'était bien passé, machin, s'il y avait des questions. J'avais pas de réponse, pas de retour. Beaucoup de gens font pas de retour, donc en tout cas, je me dis que si vraiment ils étaient pas contents, ils me l'auraient dit, parce que souvent on s'exprime quand on n'est pas content. Mais j'avais pas de retour, donc j'avais vraiment ce truc de, j'ai peut-être une 30aine de personnes qui a fait la formation, je ne sais pas s'ils ont aimé, s'ils ont pas aimé, ce que j'aurais pu améliorer, j'ai pas eu d'échange avec eux, je ne sais pas qui ils sont, je sais pas leur business, je sais pas pourquoi ils avaient besoin de cette formation, je sais pas ce qu'ils en ont retiré ou pas, je sais pas si ça a eu un impact sur leur boîte ou pas, enfin, tu vois le topo. Et ça, vraiment, ça m'a posé un gros problème. Et là, je me suis dit, ok, je n'aime pas cette formation, je n'aime pas ce système de vente de formation en ligne, parce que je n'ai pas de contact avec les gens. Et moi, j'ai besoin d'avoir un contact avec les gens, sinon ça va pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé ma formation. J'ai arrêté de la vendre. J'ai fait une dernière offre en mode, allez, je la vends avant de la fermer. Ça n'a pas marché, soyons très honnêtes. Je crois que j'ai fait 0 vente. Mais en fait, à ce moment-là, j'avais même plus envie de la vendre. Donc, ça m'a pas posé de problème. Hein. Je me suis dit, mais stop, arrête, ça suffit. Mets plus d'énergie là-dedans. Laisse-la, enlève-la, dégage-la, qu'elle n'existe plus, entre guillemets. Elle a fait partie de mes offres, mais aujourd'hui, je veux plus qu'elle fasse partie de mes offres. Et elle ne le fait plus depuis depuis 1 an à peu près, officiellement. Je dois avouer une chose, c'est que quand j'ai arrêté, quand j'ai tout supprimé, quand j'ai arrêté de la commercialiser, qu'elle n'existait plus, qu'elle n'était plus accessible, ça m'a fait vachement de bien. Je me suis rendu compte que vraiment, j'étais en mode, en fait, c'est pas pour moi, c'est pas mon fonctionnement, c'est pas ce que j'aime, donc tant mieux qu'elle soit plus dans mon catalogue, tu vois. Vraiment. Et c'est là où les évolutions que j'ai faites sur Bicom ont été importantes. C'est-à-dire que j'avais mis du temps à sortir Bicom parce que j'avais une idée, je savais ce que je voulais, mais j'avais peur de comment ça allait se mettre. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ok, la deuxième version de Bicom que j'ai sortie en janvier, là, cette année, en janvier 2026, certes, il y a une partie, on va dire, formation en ligne, c'est-à-dire qu'il y a des modules avec des vidéos, avec des exercices, des trucs comme ça, mais je veux garder les lives, je veux garder des échanges, je veux garder des choses qui font que j'échange avec les gens qui sont dans la formation. Pour moi, c'est pas une formation, c'est un accompagnement. C'est-à-dire que certes, il y a des modules avec des vidéos et des tutos et des exercices, mais après, on en débat lors de live, on fait de la pratique ensemble, on discute. Je connais les business de chaque personne qui est dans Bicom, je connais leurs problématiques, je sais où elles en sont, je sais si elles ont avancé, pas avancé, de quoi elles ont besoin, où est-ce qu'elles butent, où est-ce qu'elles bloquent, etc. Je sais. Et ça a changé vraiment la donne parce que quand j'ai créé cette refonte, je me suis dit, je veux surtout pas reproduire le formation en ligne asynchrone, revenu passif, parce que ça marche pas de toute façon et c'est pas mon délire. Je voulais vraiment créer une communauté, un échange. Et donc en fait, aujourd'hui, Bicom, elle a un format qui mélange tout ça parce que c'est ce dont j'ai besoin. Il y a une partie où toutes les semaines, il y a un petit mail qui part avec les modules de la semaine, les quelques vidéos, tutos, exercices à faire pour t'aider à avancer. Toutes les semaines, on a également un live le vendredi pour échanger autour des sujets de la semaine. Et à partir de la moitié de la formation, donc elle dure 8 semaines, donc à peu près au bout de 4 semaines, à peu près 1 mois, on rajoute des lives de coworking où on échange ensemble, et là, on crée ensemble. On regarde les visuels, on regarde les descriptions, enfin voilà, on fait vraiment ensemble, et je suis là avec les personnes qui sont dans le coworking pour les accompagner, parce qu'en fait, c'est ça que je kiffe le plus. Et en même temps, grâce à ce format-là, je peux le proposer moins cher que si je proposais une formation sur mesure d'une journée à une personne. Et en plus, l'accompagnement est un peu plus long, donc la personne, elle va pas bénéficier de moi juste une journée, elle va bénéficier de moi pendant 2 mois, voire plus si elle prend l'abonnement après complémentaire. Je préfère ce système-là. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté les formations catalogues que je faisais pour la Chambre de commerce et d'industrie depuis déjà 7 ans minimum, 7-8 ans. J'ai arrêté ça aussi parce qu'en fait, je voyais bien que il n'y avait pas d'accompagnement derrière, et c'est pas la faute de la CCI, c'est normal qu'ils proposent des formats comme ça. D'ailleurs, il y a d'autres établissements où j'ai arrêté aussi pour ces mêmes raisons-là. Mais moi, j'ai besoin, en tout cas, c'est ce qui m'anime, c'est le suivi derrière. C'est pas juste donner une formation, c'est que vérifier que la personne, elle sait l'appliquer, que ça se passe bien, que si elle a des questions, je suis là pour y répondre. Et c'est ça, en fait, que je trouve important. Et d'ailleurs, il y a
3 ans. C'est comme ça que j'ai décroché un super contrat que j'ai adoré faire. En soi, j'étais moins intéressante que d'autres parce que j'étais pas centre de formation, donc c'était pas finançable par des OPCO, etc. Mais l'entreprise m'a dit on veut travailler avec vous parce que vous proposez un suivi. J'avais proposé une grosse formation de quelques jours et derrière un suivi sur 3 mois où tous les mois on faisait un point. Je venais, je crois, 2-3 heures dans la boîte et on faisait un gros point, on vérifiait ce qui va pas, ce qui avançait, pas avancé, etc. Moi, c'est ça que je kiffe. C'est vraiment être avec la personne, c'est de l'aider, c'est de voir comment elle avance, etc. Donc, plus tu vas t'aligner avec les choses par rapport à ce que toi t'aimes proposer, mieux ce sera. Et copier les autres pour copier les autres, c'est pas une bonne idée. S'en inspirer, oui. Voir peut-être tester des choses, oui. Donc vraiment, c'est essentiel de t'écouter par rapport à ça. Si j'en reviens à l'histoire de The Culling, elle nous apprend une chose essentielle. Ton plus grand risque, c'est pas d'être trop différent, c'est d'être trop pareil. Je vais le dire une deuxième fois, hein, mais ton plus grand risque, c'est pas d'être trop différent des autres, c'est d'être trop pareil que les autres. Si tu essaies d'aller chasser sur le terrain des autres avec leurs armes à eux et pas avec les tiennes, tu risques de perdre, franchement. Hein. Et surtout, tu risques de perdre ton alignement, parce que ta force, elle est dans ton alignement, dans ce que tu as envie de faire et dans ta manière dont tu as envie de le faire. Et des fois, ça n'existe pas forcément, ou en tout cas, tu l'as pas forcément vu ailleurs, donc il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire et après, comment je peux le structurer pour que ça prenne vie. C'est aussi ce que je fais dans les accompagnements coaching com avec les personnes que j'accompagne 4 mois en individuel, c'est comment on fait en sorte que ce que tu as envie de faire et ce que ta cible a besoin, tu lui donnes le package qu'il faut, qui te correspond et qui correspond à ta cible. Et c'est dommage parce que justement, il y en a beaucoup qui, et je sais sur la formation en ligne notamment, il y en a qui ont vécu la même chose que moi, qui ont essayé de lancer une formation en ligne, ça n'a pas marché, et des fois ils se sont juste dit ma formation elle est nulle, ou j'ai pas réussi à toucher ma cible. En fait, c'est pas forcément ça le problème. Peut-être que c'est ça, hein. On peut pas connaître les problématiques de tout le monde, mais peut-être qu'aussi un des problèmes que tu as rencontré si ça t'est arrivé, c'est tout simplement que tu n'étais pas aligné avec ce format-là, et que du coup ça n'a pas marché. Formation en ligne ou autre, hein, il y a plein d'autres formats où tu te dis c'est pas ma manière de fonctionner, c'est pas ma manière de vendre, et du coup ça ne matche pas, et t'arrives pas à en parler, t'es bloqué, et bah ça marche pas derrière. Enfin, les gens ils achètent pas, puisque bah, toi-même t'y crois pas trop, t'es pas trop à l'aise avec, tu vois. Une chose que je veux que tu retiennes, c'est que mieux vaut être original, voire un petit peu imparfait, qu'une copie conforme, et s'il faut, tu te l'écris quelque part, ok ? Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau parallèle avec The Culling t'a plu. Si jamais t'as d'autres jeux, d'autres univers de pop culture que t'as envie que j'aborde et que je trouve un parallèle business intéressant, dis-le moi en commentaire, hein, j'attends toujours vos commentaires, j'adore les lire et j'adore savoir ce qui vous intéresse. Sache que j'ai déjà au moins 3-4 sujets que j'ai en tête, que j'aimerais bien aborder. S'il y en a un que tu veux que j'aborde avant, vraiment dis-le moi parce que je veux dire, mon but c'est aussi que ça te fasse plaisir. Je vais essayer de sortir une vidéo comme ça par mois, en parallèle des vidéos Vocal XP. Et ben on se retrouve le mois prochain pour la prochaine édition. Et d'ici là, si tu n'as pas vu déjà les 2 autres vidéos qui sont sorties, je te les mets ici ou là, ou peut-être là quand ce sera la fin de la vidéo. Bref, tu vas les retrouver quelque part, t'inquiète pas. Je t'y parle de Oblivion et de pourquoi t'as pas besoin de sortir énormément d'argent pour ton business. Et je t'y parle également de Minecraft et de comment est-ce que tu vas recycler et réutiliser ce qui fonctionne déjà bien. À une prochaine, ciao!